Ça l'arsène un peu. Donc vous nous entendez, vous avez suivi un petit peu le début du débat, je sais que vous êtes avec nous et je vous en remercie. Est-ce qu'on peut effectivement, par rapport à ce colloque sur le feu tactique, sur l'emploi intégré du feu, avoir peut-être un premier partage d'expérience par rapport à ce que vous avez vécu, et on parlait de gros chantiers effectivement en Gironde. Déjà merci de nous accueillir. Donc, au niveau de la Demi Sud-Ouest, on a également Pierre Massé de la DFCI qui est avec nous et je suis avec Charles Lafourcade. Je ne sais pas si vous avez... Coupe mes micros. Vous m'entendez ? Très bien. Bon. Je ne sais pas si on avait déjà eu l'occasion au niveau de la Demi Sud-Ouest d'intervenir sur ce genre de colloque. C'est vrai que... Mais c'est bon là, pour moi c'est bon. Ok. Donc déjà, merci de nous inviter. C'est vrai que historiquement, le département de la Gironde n'était pas proactif sur l'utilisation des feux tactiques. Avant d'aller sur le cœur du sujet, donc sur les feux tactiques, permettez-moi de rebondir sur ce qui a été dit précédemment, notamment par Greg. Je pense qu'effectivement, il faut rester humble devant le déchaînement auquel on peut être confronté des éléments. Au niveau de la Gironde, on a pris, donc comme vous le savez, au départ deux feux qui ont pris de l'ampleur, à la fois sur la Teste de Bûche et à la fois sur l'Andiras, pour deux zones qui n'ont rien à voir. La première, c'est une forêt usagère qui n'était pas entretenue, qui était sur un sol dunaire. Et par contre, la deuxième, on est sur une forêt qui est cette fois-ci exploitée avec des pins maritimes. On est sorti de ces deux chantiers un genou à terre. Je me souviens que la veille qu'on éclate ce qu'on appellera après l'Andiras 2, où en fait on était en réunion à la préfecture et sur lequel le préfet délégué à la sécurité posait la question sur le fait de maintenir ou pas les feux d'artifice sur la zone. J'avais précisé qu'en fait on avait déjà un genou à terre de par la casse qu'on avait eue au niveau des engins et de l'engagement qui était encore le nôtre sur les deux chantiers. Sur la stratégie, j'ai eu le plaisir à un moment donné d'être dans le département de l'Hérault en tant que sapeur-pompier volontaire. C'est vrai que notre stratégie nationale, elle ne doit pas partir avec le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves et que ce soit la stratégie des feux naissants, que ce soit effectivement les différentes techniques complémentaires que l'on peut avoir et sur les attaques massives qu'on peut être amené à essayer de mettre en place avec les moyens. Ce sont des choses qui ont été éprouvées et qui doivent être maintenues. Là où je pense qu'il y a peut-être une évolution à avoir, c'est sur la catégorisation du risque en fonction du type de massif. C'est là où je pense qu'il y a certainement une évolution à avoir. L'image que j'ai prise il n'y a pas longtemps, une forêt de résineux à plus de 40 degrés avec une hygrométrie inférieure à 10%, ça s'appelle une boîte d'allumettes. Et effectivement, en fonction de l'endroit où on est, la boîte d'allumettes, elle peut ne pas prendre, mais par contre, si elle prend, derrière, il y aura une violence, il y aura un dimensionnement qui doit nous faire réfléchir et qui doit nous faire évoluer sur les moyens qu'on met à disposition. Alors effectivement, il y a les moyens aériens, ça reste un point important. Là encore, au même titre de ce qui se passe dans le sud, je pense que dès lors où on aura affiné notre modèle de prévision, on aura besoin d'avoir sur la zone sud-ouest, mais peut-être demain en d'autres parties du territoire national, des guerres aériens armés, parce que ça a prouvé l'efficacité sur la zone sud avec les attaques dès le départ. Concernant les moyens, nous, on va faire un travail également sur notre niveau. Je pense qu'on a besoin d'augmenter également notre capacité d'engagement sur ces feux naissants
pour avoir des attaques qui soient plus massives. Maintenant, pour en venir sur le cœur du sujet, sur les brûlages tactiques. C'est une décision que j'ai prise le 13 juillet. Pourquoi? Parce qu'on était confronté à une inadéquation entre les ressources disponibles et les moyens nécessaires. Historiquement, en Gironde, c'était une technique qu'on n'utilisait plus on va dire, en dehors des zones polluées. Fort heureusement, on avait conservé un savoir-faire, et fort heureusement également, vous êtes venus en renfort et vous nous avez aidé à pouvoir déployer cette stratégie, je dirais quasiment de manière industrielle au niveau du département, puisque le bilan de la saison, c'est 62 actions de brûlage pour un peu plus de 43,5 km de linéaire mis à feu. Les réticences qu'il y avait au niveau de la Gironde, c'était le fruit de notre histoire. Déjà les feux de 49, sur lequel, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Greg, il n'y avait pas d'unicité de commandement, ce qui veut dire qu'on a mis en danger, on a eu des morts en 49 parce qu'il y a des gens qui ont été piégés. Donc le fait qu'il y ait plusieurs acteurs qui participent, notamment des professionnels de la forêt, la DFCI également chez nous, qui participent à ces brûlages tactiques, c'est important. Par contre, c'est important également de conserver ce commandement unique, le COS, et le DOS derrière, qui est également est là pour valider également les objectifs. Les brûlages tactiques qui ont été utilisés en Gironde, le retour que je peux vous en faire, même si on a un train de l'affiner, c'est que ça a été efficace. On a un endroit sur lequel, effectivement, il y a eu une mise à feu sur lequel les deux feux ne se sont pas rejoints, et donc on est en train de travailler dessus pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on est dans cette situation-là. Par contre, j'ai entendu également que ça faisait plus débat. Je peux vous dire que chez nous, ça fait débat. Et en tant que chef de corps, on ma dose là actuellement sur le fait d'avoir utilisé ces feux tactiques. Ce qui est assez amusant, c'est que je suis comme vous, j'aime bien l'histoire. C'était à peu près la même catégorie qui reprochait aux sapeurs-pompiers de la Gironde dans les années 80 de ne pas avoir utilisé les feux tactiques. Voilà. Par contre, une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est le fait que ce soit une forêt qui soit exploitée et que lorsque effectivement on est amené à allumer ces contre-feux, on allume des pins qui n'ont pas encore brûlé et qui normalement sont là pour être vendus. Donc ça, c'est une difficulté complémentaire qu'on peut rencontrer dans la zone dans laquelle je suis. Voilà. Donc moi, globalement, en tout cas, la volonté, c'est d'assurer la relève de tous mes sapeurs et d'amplifier la capacité du 10 de la Gironde à utiliser les feux tactiques. Il y a un enjeu de pyramide des âges parce que comme c'était, j'ai vu là à peu près l'âge de mes brûleurs, ils ont de l'expérience, hein, mais je ne sais pas s'ils vont encore rester longtemps dans nos rangs, donc on a vraiment besoin de créer cette dynamique auprès d'une génération un peu plus jeune, mais pas trop non plus, parce qu'il faut en avoir sous le pied, et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été fait, mais également de pouvoir, être en capacité de systématiser l'engagement, en tout cas d'engager plus facilement et plus promptement le brûlage tactique, et pas forcément attendre le fait qu'on soit en difficulté pour pouvoir les utiliser. Maintenant, pour pouvoir faire ça, il va falloir que je fasse tomber un certain nombre de barrières et notamment avoir un travail qui soit effectué avec les sylviculteurs afin qu'ils ne sortent pas les fusils au moment où on va commencer à sortir le matériel pour mettre en place les feux tactiques. Donc vraiment, en tout cas, sur les feux tactiques, c'est vraiment une chose qui nous a permis de tenir. Ça a vraiment été un des importants pour pouvoir tenir l'ensemble de la saison et de pouvoir effectivement faire un certain nombre d'actions qui ont été bénéfiques. Important également le réseau. Le fait de vous avoir à nos côtés a été primordial. Ça veut dire qu'il faut qu'on reste unis au niveau de la doctrine, même si on a besoin d'adapter ici et là un certain nombre de choses,
non pas en fonction du département, mais en fonction du massif et de ses caractéristiques, et surtout le fait de travailler ensemble et effectivement de se rejoindre, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas aucune difficulté pour intégrer les équipes de brûleurs qui sont venues et plus largement les renforts qui ont pu venir dans le département de la Gironde. Voilà les éléments que je pouvais partager pour l'instant avec vous. Merci, je perds le son là. Merci beaucoup, monsieur le contrôleur Marc Verlaine, pour ce très bel exposé empreint d'humilité. On est vraiment touché de vous entendre et de voir cette vision. Hein, je le rappelle, vous le savez, nos amis forestiers ici présents aussi, on n'est pas dans le même contexte. Hein. La Gironde, c'est une forêt de rapport. Hein. L'hectare, il vaut de l'argent. Et pour ceux qui ont été là-bas ou pour ceux qui connaissent les départements, quand le COS intervient, il a le propriétaire forestier à côté de lui. Donc on n'est plus avec la même pression. On va finir notre tour de table. Éric Belgionneau, vous êtes directeur départemental du 66. Donc, les Pyrénées-Orientales, c'est un peu comme le Gard. Hein, il y a une histoire du brûlage dirigé, du feu tactique. Comment ça se passe chez vous? Il est allumé maintenant. Merci Carlo. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, remercier d'inviter le département des Pyrénées-Orientales à cette session parce que pour nous, c'est effectivement un groupe, les feux tactiques qui existe depuis 2006 dans un département modeste. Hein, nous sommes un département de catégorie B, donc on n'a pas non plus pléthore de moyens, et qui est monté en puissance à hauteur d'une équipe actuellement de 68 brûleurs, et dont 5 cadres feux tactiques. Je voudrais évoquer, si vous le permettez, trois volets. D'abord le volet préventif, dont on a très peu parlé, puisque on parle depuis tout à l'heure de feu tactique, et on oublie de parler du brûlage dirigé, au final, qui est la phase primaire, je dirais, avant de devenir cadre feu tactique ou équipier feu tactique. Et dans notre département, donc avec la société d'élevage de la Chambre d'agriculture et la commission départementale des brûlages dirigés animée par la DDTM, chaque hiver, nous formons des brûleurs au brûlage dirigé pour, en montagne, essentiellement, les former à devenir des futurs brûleurs feu tactiques et plus tard cadres feu tactiques, donc de leur donner l'expérience, mais également en parallèle nous permettre de créer des coupe-feux, des pare-feux, en prévision de feux qu'on pourrait avoir l'été, et donc pouvoir venir s'appuyer pendant la période estivale sur ces brûlages qui ont été faits pendant la partie hivernale. Donc il y a un volet préventif qui est important également dans notre département et qui permet d'acquérir cette expérience de brûleur avant de pouvoir participer au deuxième volet que je voulais évoquer, qui est le volet de la lutte, dont on a largement parlé depuis ce matin. Oui, effectivement, pour nous, dans notre département, le feu tactique est utilisé essentiellement pour faire face aux ruptures capacitaires, puisque je l'ai évoqué en préambule, on est un département de catégorie B, donc catégorie moyenne, et dès que nous avons un feu qui va aspirer 200 sapeurs-pompiers, on est, chez nous, en rupture capacitaire. En plus, on se retrouve tout en bas de l'arc méditerranéen, donc il faut anticiper avec la zone, qu'on remercie encore, les renforts terrestres et aériens. Et donc pendant ce laps de temps, parce que pendant 4 heures en fait on est un peu seul, les feux tactiques nous aident énormément, soit comme ça a été évoqué tout à l'heure, pour s'occuper d'un flanc, soit pour casser la tête du feu et donc permettre aux engins de ne pas être soumis à des rayonnements importants. Bref, il y a une véritable culture du feu tactique dans notre département en termes de lutte, pour la rupture capacitaire d'une part, mais également on est dans un secteur montagne. J'ai rencontré des camarades de l'Ariège tout à l'heure avec qui on a discuté. C'est culturel chez nous, hein, d'utiliser le feu tactique, parce qu'on n'a pas des pistes d'FCI sur tous les versants. Et quand bien même on en a, on est confronté au même problème que les autres départements du sud de la France. Elles sont des fois, voire assez régulièrement, très peu entretenues, et donc on ne peut plus faire passer les camions. Donc on utilise nos brûleurs, nos feux tactiques. Dernier feu que j'ai en tête, c'était le feu à Cerdignac, qui a fait fort heureusement 70 hectares. On a été aidé par les avions, mais il n'y avait aucun moyen d'accès
sur le flanc gauche, sur le flanc droit et sur la tête du feu. Donc c'est vraiment les brûleurs qui ont tout fait. La deuxième utilisation dans la phase de lutte toujours de nos feux tactiques, c'est lors de la phase du feu dit maîtrisé. Ça a été évoqué également sur la sécurisation des lisières. C'est vraiment un enjeu qui a été très très fort pour nous cet été. Non seulement pour passer le plus rapidement possible le feu éteint, mais surtout pour récupérer de la ressource, parce que tant que le feu n'est pas passé éteint, eh bien vous le savez comme moi, on laisse un nombre certain de gifs sur le terrain, avec toutes les contraintes réglementaires qui s'appliquent à nous depuis un certain nombre de temps, et je pense là au repos de sécurité. Ça devient des contraintes. Ça devient des contraintes. 1, 2, 3. Ça devient des contraintes qu'on doit prendre en compte, et donc du coup, grâce à la fonction pionnière du feu tactique, eh bien, on les utilise pour venir sécuriser ces lisières-là. Et cette année, on a testé l'héliportage des FT, notamment sur le feu de haut pool. Dès lors qu'on avait des périmètres de feu très, très importants, on a héliporté des binômes ou des trinômes pour leur permettre d'aller plus vite dans la sécurisation des lisières. Et puis pour terminer mon propos, je voudrais parler un peu effectivement de l'avenir. Grégory a parlé de la confiance, ça a été évoqué par toi, Grégory, de la confiance, mais ça a été évoqué par d'autres. Je pense qu'effectivement, et c'est des choses qu'on voit dans le FDF 5, ce matin, ça a été évoqué également, de faire intervenir des cadres feux tactiques dans les stages FDF 5, c'est très bien, on le fait. On fait venir ces cadres pour acculturer, je dirais, les futurs COS de niveau 5 à la spécialité feu tactique, parce que pour moi, c'est une véritable spécialité. Je fais une petite parenthèse, c'est un peu notre GIGN. Il y a des camarades gendarmes, je crois, dans la salle. Voilà, c'est un peu notre GIGN à nous, les cadres feu tactiques pour le feu de forêt. Je ferme la parenthèse. Là où je voulais en venir, c'est que cette notion de confiance, elle est vraiment importante. Même dans mon département qui, depuis 2006, a vu l'évolution des feux tactiques croître de manière exponentielle, eh bien j'ai encore quand même des commandants des opérations de secours du niveau chef de colonne qui ont du mal à accepter de la mise à feu, même après avoir rencontré le cadre et avoir partagé l'idée de manœuvre. Et donc ça, c'est culturel. Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a énormément de monde aujourd'hui à cette session, à cette 31e session. Parce que ça prouve que voilà, l'acculturation se fait d'année en année, et elle est nécessaire pour que la confiance s'installe, pour que l'idée de manœuvre soit partagée. Et on parlait de sécurité tout à l'heure, effectivement, on va le dire, sur un de nos chantiers, on a eu ces soucis de coordination avec les ABE, on n'a rien à cacher, et on a à s'améliorer justement sur ce domaine-là. D'abord pour le COS, parce que lorsqu'il valide cette idée de manœuvre, il doit avertir son officier aéro qu'il y a un brûlage qui va être, une mise à feu qui va être faite, et faire en sorte que cette coordination s'améliore de la meilleure des façons, afin de garantir la sécurité de nos intervenants, et notamment de nos cadres feu tactiques. Et puis je voudrais terminer sur un point, et après je vous rends le micro, c'est cette notion de compagnonnage, parce que je sais que j'ai croisé en arrivant des départements qui n'ont pas encore de brûleurs ou de FT chez eux. Voilà, ça a été dit tout à l'heure, c'est à travers l'expérience qu'on devient un équipier feu tactique ou un cadre feu tactique. On a parlé de la formation tout à l'heure. Je crois que le projet, c'est 25 jours de formation pour devenir cadre feu tactique, sans compter tous les chantiers de brûlage à emmagasiner. Et chez nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste énormément, cette notion de compagnonnage avant de lâcher un brûleur, un équipier feu tactique. Je vais voir la différence entre le brûleur et l'équipier feu tactique, pour qu'il devienne un cadre feu tactique. Et c'est pour cette raison que notre moyenne d'âge dans le département, c'est 40 ans. Donc ils sont tous là, c'est tous des anciens, des vieux, mais ils crapahutent plus fort et plus vite que certains jeunes. Voilà. Donc merci. Merci mon colonel, merci pour ces mots. Allez, je sais qu'on a déjà dépassé le temps, Sébastien, mais j'ai le temps pour 2 questions dans la salle, profitez-en. Vous avez des gens qui travaillent pour vous, qui œuvrent pour vous et qui assument la responsabilité. Donc si vous avez une question, c'est le moment ou jamais. Bien, ils ont tout compris, donc je suis ravi. Jean-Michel.
1, 2, 3, voilà, ça marche. Est-ce que Marc nous entend encore, Jérôme? Ah, ça a coupé, bon, très bien. Ok. Ok. Allez, on arrête, c'est ça 1, 2, voilà. Juste pour clore effectivement notre table ronde, vous dire que on va retenir l'humilité, la responsabilité, le compagnonnage, j'aime bien l'expression, Eric, et je pense que c'est bien. Il faut accompagner les plus anciens, j'ai compris qu'ils étaient là-bas, hein, mais il faut accompagner les plus jeunes. Et puis, on va avoir encore beaucoup de travail pour les décennies à venir. Avant de reprendre la parole, une question, parce qu'il n'y en a pas, tant pis, on dépasse un peu le temps. On a un enjeu fort, je pense, lors de ces rencontres, et je voudrais profiter de votre présence ici, messieurs. On le voit, on a une assemblée qui est nombreuse, il y a plus de 250 inscrits sur cette journée. C'est des gens qui sont là aujourd'hui pour la question du feu tactique, mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, contrôleur à Lyon notamment, il n'y a pas de feu tactique s'il n'y a pas de brûlage dirigé. Et au-delà même, j'allais dire que on va avoir du mal à faire du brûlage dirigé si demain il n'y a plus de feu pastoral. Donc on va évoquer ces questions demain, mais j'aimerais avoir votre vision sur le sujet parce que cette question du feu pastoral et du brûlage dirigé, on a un certain nombre de menaces qui pèsent sur ces activités et j'aimerais avoir votre perception du sujet. Non mais de toute façon on s'est exprimé et Eric l'a très bien dit. Il a dit en amont, il y a le sujet du brûlage dirigé, on travaille avec nos anciens, je suis désolé hein, mais tu lui mettras la raclée tout à l'heure, avec nos anciens, on travaille avec le sylvopastoralisme, avec le monde de l'agriculture et je pense, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai évoqué le sujet de l'interservice. Dans mon propos, ça a été le sujet, parce qu'à un moment donné, on ne fait rien seul et on ne peut pas acquérir cette expérience sans forcément être dans le domaine de la prévision et de l'aménagement du territoire. Donc il y a un enjeu fort d'aménagement du territoire, quand bien même, et Marc l'a dit, quand bien même on est sur des forêts de rapport. Tout à l'heure, quand j'évoquais ma tendre enfance avec les châtaigniers, je suis désolé, c'est des forêts de rapport. Et nos anciens, ils brûlaient dans les châtaigniers pour pouvoir ramasser les châtaignes et ne pas être ennuyés lorsque les châtaignes arrivaient. Donc, le sujet de la forêt de rapport, le sujet du lien du sapeur-pompier avec le monde de l'agriculture, c'est pareil. Dans le retour d'expérience, on l'a mis, la fédération l'a positionné, cette relation avec le monde de l'agriculture, n'est-ce pas Aurélien? On a positionné le fait qu'il faille travailler avec les chambres d'agriculture, avec la DDT, les DDT, etc. etc. Mais j'ai l'impression qu'on redécouvre. Non, enfin, nos pompiers, c'était qui avant? C'était nos agriculteurs. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses, là. Nous aussi, on a un travail à faire. C'est-à-dire que dans nos casernes, il faut qu'on arrête de penser qu'il nous faut que des garçons taillés en V, qu'ils aient 25-30 ans, qu'ils soient européens. Enfin, il faut qu'on arrête. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait des agriculteurs, il faut qu'on ait les gens qui font notre territoire, il faut qu'on... Nous aussi, dans nos manières de gérer notre volontariat, il faut qu'on soit beaucoup plus souple. Et ainsi, on aura des gens qui connaissent l'engagement différencié sur lequel on est. À l'époque, quand on dirigeait un SDIS ou qu'on dirigeait une caserne, on disait « on veut plus de cigales ». Vous savez ce que c'est les cigales? C'est les pompiers qu'on voyait que l'été. On disait ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin d'expérience et peut-être qu'il nous faut des cigales. Peut-être que dans le camion, c'est bien d'avoir un mec qui a 55, peut-être... On se pose même la question en ce moment de repousser l'âge de limite du volontariat. C'est à la mode, on parle de retraite. Pourquoi nous, chez les pompiers volontaires, chez les pompiers tout simplement, on ne repousserait pas l'âge? Ça permettrait à l'intérieur d'un camion ou dans une équipe d'avoir quelqu'un qui a de la maturité et de l'expérience. C'est le sujet de la transmission aussi. Donc on a, nous aussi, en interne, à progresser et à tirer bénéfice de ce qui fait notre territoire, de ce qui fait notre expérience, de ce qui fait notre culture. Donc pour revenir à la question essentielle de Sébastien, oui, on a un intérêt à entretenir cela. Et tout à l'heure, j'entendais Jean-Marc qui parlait de codification. Je pense que c'est un vrai enjeu de pouvoir réglementer l'emploi du feu dans un environnement qui est celui de l'aménagement du territoire et de celui de la lutte. On ne peut pas faire de la lutte si auparavant on n'a pas fait de l'aménagement du territoire avec le brûlage dirigé. Bien, merci. Je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup. Alors, juste pour remercier Marc Vermeulen qui nous entend. Oui, donc la liaison rétablie là, avec Bordeaux. Voilà, ok, bah merci. Oui, je voulais vraiment m'adresser à Marc pour le remercier pour son témoignage qui est pour nous quelque chose d'important, qui a été très fort. Je voulais l'assurer de tout notre soutien ici, de tous, et tirer un grand coup de chapeau à lui et aux SDIS de la Gironde pour ce qu'ils ont fait cet été et pour la résilience dont ils ont fait preuve. Merci.
Merci beaucoup. Sébastien, c'est à toi. Et merci J'ai pour dépassé, ces non? J'ai dépassé conclusions. Un peu, Complet. mais on le savait. Merci Carlo d'avoir aligné cette table. Alors, on a quelques allocutions importantes, notamment des élus qui nous accueillent ici. Donc, je vous propose de leur laisser la place. Monsieur le contrôleur général, je vais vous laisser gérer cette séquence si vous voulez bien. Merci beaucoup, Sébastien, merci beaucoup. Madame le maire, si vous voulez bien nous rejoindre. Pour nous dire un petit mot d'accueil dans cette magnifique ville d'Anduze, chargée d'histoire et d'histoire sévenole, entre autres. Allez, je vous en prie. Merci. Bien, bonjour à tous. Monsieur le président du SDIS, Alexandre Pissas, madame la conseillère départementale, monsieur le colonel Langlais, le commandant Coste qui a organisé toute cette manifestation et vous tous qui êtes réunis pour ces journées de travail. Au nom de la municipalité d'Anduze, bien, je vous souhaite la bienvenue pour aborder ce travail, pour aborder ce sujet complexe de l'usage du feu contre les incendies, que ce soit en termes de prévention en relation avec l'agriculture, on l'a vu, ou bien en termes de lutte directement contre les feux. C'est un sujet, je l'ai entendu par la bouche des intervenants, et effectivement c'est un sujet qui parle au territoire, aux anciens, aux paysans sévenols qui avaient l'habitude d'abord se débrouiller par eux-mêmes et de gérer le territoire et puis ensuite d'appeler des secours extérieurs lorsqu'il fallait vraiment